Bonjour, dernière édition du 7-8 L'Actu pour cette saison. Voici les titres de ce 11 juillet. La fête nationale dans quelques jours et pour les enfants défavorisés participant à la journée baptême de l'air à l'aéroclub de Versailles. La surprise de voir au-dessus de leur tête la patrouille de France. Début d'été pluvieux que nous réservent les prochaines semaines. Première tendance, première remarque avec Météo France tout à l'heure. Et puis comme chaque vendredi, ce qu'il faut retenir de la semaine, piste de ski à Elancourt, inquiétude dans l'hôtellerie sur de nouvelles taxes. Et puis crise à l'UMP. Pas de record pour Jean Ridel. Vous allez voir les images dans un instant. Pas de record pour Jean Ridel, ce cycliste de 81 ans qui s'est hier élancé sur la piste du Vélodrome national à Montigny-le-Bretonneux. 29,440, c'est le nombre de kilomètres qu'il aura parcouru en 1 heure. Il échoue pour 4 tours seulement, soit 1 kilomètre. Il ne devrait pas faire de nouvelles tentatives et déclare tout simplement s'être mis trop de pression. Qui sont tombés et comme dans le reste de la France, ils sont plus nombreux à l'avoir décroché cette année dans l'Académie de Versailles. Toutes séries confondues, 87,3% des candidats sont admissibles. C'est 1,3% de plus que l'an dernier. Cela s'explique par une forte hausse en séries technologiques, plus 5%, et au bac professionnel, plus 4%. À noter aussi que toutes catégories confondues, les résultats dans l'Académie sont meilleurs dans les Yvelines que dans l'Essonne, les Hauts-de-Seine et enfin le Val d'Oise. Politique et à l'UMP, on en sait un peu plus sur l'audit commandé par le triumvirat Fillon-Juppé-Raffarin. Près de 23 millions d'euros dépensés en 2012 en congrès et manifestations, 1 million d'euros en 2013 pour des dépenses en voyage et un déficit qui avoisine les 75 millions d'euros. Un parti au bord du gouffre pour de nombreux cadres de la formation. La députée des Yvelines, chef du parti de l'opposition dans le département, Valérie Pécresse, estime qu'il faut nettoyer tout simplement l'UMP. Elle dit ne pas avoir soupçonné ce qu'il se passait. Elle demande par ailleurs le remboursement des billets d'avion payés à Nadia Copé pour accompagner son mari Jean-François s'il est avéré que ces sommes ont été indûment versées. Autre réaction, celle d'Aurore Berger, conseillère politique à l'UMP. Elle mène l'opposition dans la ville de Magny-les-Hameaux. Proche de Valérie Pécresse, elle soutenait François Fillon face à Jean-François Copé lors de l'élection pour la présidence du parti l'année dernière. Elle milite depuis 12 ans. La situation à l'UMP, malheureusement, n'est pas celle que l'on attend de la part du principal parti d'opposition. Clairement, l'UMP a vocation à demain pouvoir prétendre à avoir son candidat à la présidentielle qui sera élu en 2017. Ça ne pourrait être fait que si on est nous-mêmes exemplaires. On a besoin d'un parti plus décentralisé, qui fait plus confiance à ses fédérations, ses départements, un parti plus démocratique dans les prises de décision, et puis un parti qui surtout arbitre sur une ligne politique qui aujourd'hui manque de clarté. Ce sera, je l'espère, le cas lors du prochain congrès en novembre. Et que pensez-vous de cette situation à l'UMP? Nous vous avons posé la question, voici vos réponses. Ces scandales, oui, ça nous interpelle quand même quelque part, quoi. Et bon, on ne croit plus beaucoup en tous ces hommes politiques, quoi. Je considère qu'aujourd'hui, l'environnement politique actuel fait que c'est pas très étonnant de voir toutes ces histoires. Voilà. On aimerait un petit peu plus des politiques impliqués dans la vie des gens et pas impliqués dans la leur. Tout et n'importe quoi, quoi. J'espère qu'ils vont faire un changement complet de tous les gens de l'UMP. Désabusés, pas étonnés, enfin bon, normal quoi. Le monde dans lequel on vit, c'est un peu comme ça. C'est le reflet de ce qu'on vit, on va dire. J'aimerais bien qu'il y ait une suite, quoi, qu'enfin il soit inéligible. Politique toujours, derrière la réforme territoriale, la disparition des départements. Si les contours de l'Île-de-France ne devraient pas évoluer, les conseils généraux qui la composent subiront bien le même sort funeste que dans le reste de l'Hexagone. Dans les Yvelines, l'actuel président du Conseil général, Pierre Bédier, n'apprécie pas cette situation. Ce vendredi, il s'en est une fois de plus expliqué devant les élus locaux. Les explications avec ce sujet. 2020, le compte à rebours est enclenché. Les départements ne devraient pas survivre à la réforme territoriale. L'État entend simplifier le millefeuille administratif et faire des économies, quitte à sacrifier les conseils généraux
qui transféreront leurs compétences à 14 nouvelles régions. Une disparition que les principaux concernés ne sont pas prêts à accepter. L'Assemblée des départements de France vient de voter contre et dans les Yvelines, Pierre Bédier se fait entendre. Dans un courrier daté du 26 juin, le président du Conseil général sollicité par le rapporteur du projet de réforme s'interroge sur l'urgence dans laquelle se mènent les débats. Il souhaiterait la mise en place d'une consultation populaire comme l'aurait fait le général de Gaulle et n'hésite pas à parler d'un projet aussi mal ficelé que bricolé jusqu'à la dernière minute. Pour lui, supprimer les conseillers départementaux n'amènera pas d'économie, mais un éloignement des élus du terrain et de regretter la disparition des conseillers territoriaux installés par le précédent président. Il n'a été question que de défaire ce que le gouvernement de Nicolas Sarkozy avait édifié, peut-on lire. Le bras de fer se poursuit donc, même si dans sa propre famille politique, l'heure n'est pas à l'unité sur cette question. Valérie Pécresse, candidate au régional en Ile-de-France pour l'UMP, souhaite, elle, la disparition des départements, et non pas en 2020, mais dès à présent. Une pétition circule en ce moment à Voisins-le-Bretonneux. Elle a été lancée à l'initiative de parents d'élèves pour protester contre la suppression annoncée à la rentrée des bornes d'inscription dans les écoles pour la cantine. Au-delà du conflit, c'est l'ambiance au sein de la commune que déplore la nouvelle maire Alexandra Rossetti, en ajoutant que la décision a été prise par la précédente équipe. Alexis Biette, maire lors du précédent mandat, dément cette affirmation. Il demande le retrait du projet. Il demande aussi une concertation avec les habitants. Il conclut au nom de son groupe d'opposition en parlant de confusion et d'amateurisme dans la gestion du dossier par la nouvelle équipe majoritaire. Nous quittons la politique. Le 14 juillet et son traditionnel défilé nous intéresse à présent. Les dernières répétitions avant les Champs-Élysées se déroulent en ce moment sur la base militaire à Satory. L'occasion pour nous de rencontrer des élèves officiers de l'école de la gendarmerie nationale. Ils défilent pour la première fois. Le reportage de Catherine Zulato, Yolène Thorez et Claire Cambier. École des officiers de la gendarmerie nationale, à vos commandements. Repoussez. Stop. Stoïques, sous la pluie, ces élèves de l'école des officiers de la gendarmerie répètent leur dernier mouvement, leur dernier pas, un pas précis et bien évidemment coordonné. Le 14 juillet, ils défileront sur les Champs-Élysées sur une distance précise de 800 mètres. En ce mercredi pluvieux, ces élèves officiers se trouvent à Satory pour une répétition générale avec les autres corps militaires. Quand je voyais les défilés à la télé, j'imaginais pas tout le travail qu'il peut y avoir derrière, c'est sûr. On a l'impression que c'est facile d'avoir tout le monde bien aligné, avec les mains qui arrivent au même moment, au même endroit, etc. Tout bien propre. Et puis en fait, c'est beaucoup de travail parce que chaque individu en fait peut tout faire, tout chambouler à tout moment, et donc il faut vraiment être très concentré. C'est du détail, je ne sais pas si ça se voit pour un civil, mais c'est vrai qu'il y a énormément de choses à penser. Le port de tête, nos fourreaux, donc ce qu'on porte, voilà, c'est du détail, c'est très minutieux, mais ça fait toute la différence quand la troupe défile. Au début de l'année, quand on commence à faire des cérémonies, à répéter, c'est pas facile. Ça commence à venir au fur et à mesure de la cohésion dans le groupe aussi. La cohésion du groupe indispensable pour ces élèves qui seront amenés dans 2 ans à diriger des équipes de 30 à 40 personnes. La préparation du défilé du 14 juillet, une étape dans leur cursus éducatif. Apprendre au mieux et donc de faire effort sur eux-mêmes, d'être ouverts, d'être comme ils sont actuellement, c'est-à-dire cette belle génération Y qui souhaite comprendre ce qu'elle fait, mais qui également apprend à être humble, apprend à obéir aux ordres, à donner le meilleur d'elle-même, à s'engager dans l'effort. Un engagement que chacun pourra constater lundi 14 juillet à l'occasion du défilé militaire sur les Champs-Élysées. Assurément une grande fierté pour ces 102 élèves de l'école de gendarmerie. C'est vraiment un défilé qui est très connu, c'est une grande chance pour nous de pouvoir le descendre. C'est aussi une façon d'affirmer notre militarité, de montrer qu'on fait partie de la communauté militaire donc en tant que gendarme. On a rarement le lien avec les citoyens, le public, donc c'est bien d'avoir ce retour ce jour-là. J'espère qu'on sera beau. Et cette fête nationale s'annonce particulière pour les enfants défavorisés participant à la journée baptême de l'air à l'Aéroclub de Versailles. Je reçois Jean-Louis Lemay, bonjour. Bonjour. Président de l'Aéroclub de Versailles, et David Benamou, bienvenue en plateau également, PDG de CDVI Group. Vous êtes partenaire de cette opération et vous allez donc offrir aux enfants la patrouille de France et l'équipe de voltige de l'armée de l'air, 13 juillet, 11h30. Comment ça va se passer ? Écoutez, ça va se passer au mieux, je l'espère, selon la météo, parce que là, la météo en aviation, c'est toujours un aléa.
Nous allons avoir les enfants qui vont arriver dimanche matin. À 11h, la patrouille de France, 11h, 11h15 va passer, et pour le grand bénéfice des enfants, bien sûr. Et nous aurons également au sol les avions de la voltige, de l'équipe de voltige de l'armée de l'air, qui seront là avec les pilotes, le capitaine Kamliti, le capitaine François Levaux, qui est champion du monde de voltige. Et également des pilotes de l'armée de l'air de Mirage 2000 qui seront là aussi. À un moment d'exception, comment ça a été rendu possible une telle opération ? Cette opération, si vous voulez, elle a été rendue possible grâce à David Benamou en 2011. 2011, c'était une année exceptionnelle pour nous, une année charnière. C'était le centenaire de l'Aéroclub de Versailles. Et donc, dans toutes nos animations, nous avons préparé des événements. Et un événement que nous souhaitions mettre en place, c'était donner un peu de bonheur aux enfants défavorisés et leur faire des baptêmes. Il nous fallait pour ça un partenariat. Et donc, nous avons trouvé à la période de notre ami David, maintenant, un partenariat sur cette année 2011. Partenariat qui s'est prolongé l'année suivante, et depuis 4 ans maintenant, on fait chaque année 4 événements de ce genre, avec les enfants défavorisés de la région, avec les différentes associations des hôpitaux. Alors expliquez-nous justement comment vous êtes arrivé sur ce projet, parce qu'on vous a sollicité, vous faisiez peut-être partie déjà de l'Aéroclub. Je vais repréciser, donc vous êtes le PDG, fondateur d'une société PME qui, pour être très, très clair, très transparent, s'occupe de tout ce qui est sécurité, CDVI, mais Digicode, peut-être que ça parle mieux. Voilà. Absolument, qui est beaucoup plus connu sous le nom de Digicode. Alors en fait, nous concevons, nous fabriquons des produits de contrôle d'accès. Et ça, c'est le travail de tous les jours. Et au-delà de ça, c'est un plaisir familial que de faire de l'aviation. C'est ce qui nous a réunis, Jean-Louis, avec toute la famille prédéterminé à arriver dans cette aventure-là avec cette société. Absolument. Et donc, l'idée de Jean-Louis à l'origine, c'était de donner ce plaisir aux enfants, de leur donner du bonheur. Quel autre moyen, quel autre plaisir que de donner du bonheur à ces enfants en les faisant voler, en leur donnant la possibilité très précisément, non plus de les regarder depuis le sol et regarder un avion au ciel, mais d'être dans l'avion. Et cet émerveillement qu'on partage à chaque fois qu'on a cette activité, à chaque fois qu'on a cette action, de regarder ces enfants descendre avec ces étoiles qui brillent dans les yeux, non plus dans le ciel, mais dans les yeux de ces enfants défavorisés. Alors pour ça, évidemment, Jean-Louis travaille avec tous ces hôpitaux. Peut-être que tu voudrais les citer. Oui, ça serait bien de les citer. Qui vont à la fois découvrir la patrouille de France et en plus eux aussi s'envoler. Bien sûr. Alors, on travaille avec l'hôpital André Mignot, l'hôpital Necker, l'hôpital Robert Debré, Raymond Poincaré, le Secours populaire aussi qui est très actif, les apprentis d'Auteuil, l'Institut Gustave Roussy, l'association des paralysés de France, le foyer Grandchamp des Yvelines et l'association de parents d'enfants inadaptés. Ça fait énormément d'enfants. Ça fait beaucoup d'enfants. Vous savez, chaque session, nous prenons une 50aine d'enfants sur la journée. Et on arrive, regardez, au bout de 4 ans, à atteindre 1500. Ça, c'est 1500 voilà. enfants. Qui aurait cru ça à l'époque, hein, c'était vraiment génial. Et alors pour les moniteurs, eux aussi, quelle expérience eux ils en tirent? Parce qu'on parlait des enfants, on vous disait ils sont émerveillés, mais pour les moniteurs aussi, c'est un moment particulier. Oui, ce sont des pilotes qui sont tout à fait adaptés et qualifiés pour faire les baptêmes de l'air, mais à chaque fois, eux-mêmes se prennent au jeu, quoi, parce que vous avez des enfants qui ont une appréhension quand ils montent dans l'avion, et quand ils descendent, ils ont des yeux mais écarquillés, et certains mêmes enfants, d'ailleurs, c'est assez, je dirais pas courant, mais il y en a qui le font, c'est qu'ils s'arrangent pour tourner et pour revenir faire un tour. C'est vous dire qu'ils ont eu du plaisir, quoi. On en parlait encore tout à l'heure, ces enfants, on s'en occupe depuis leur arrivée. Il y a 2 sessions globalement dans la journée. On s'arrange pour que dès leur arrivée, on va s'en occuper, on va leur montrer, on va leur parler de l'avion, on va leur expliquer ce que c'est que l'avion, on va leur expliquer ce que sont ces manettes, ces instruments de vol, à quoi ils servent. Et évidemment, c'est un émerveillement, pas seulement pour eux, pour être honnête, c'est aussi un émerveillement pour nous que de voir ces enfants profiter du fait d'aller voler et de découvrir l'aviation. L'aviation civile a 100 ans, l'aéroclub a 100 ans, et ça fait parler de choses justement
qu'est l'aviation, et en particulier l'aviation en France. C'est d'autant plus particulier cette année que ce sera pour le 14 juillet, pour la fête nationale. Et en sûr. regardant un petit peu l'historique justement de l'Aéroclub, le 14 juillet a toujours été particulier. Chaque année, depuis la création, au tout début, à l'occasion du 14 juillet, un ballon était lâché, c'est ça, devant l'hôtel de la préfecture avenue de Paris. Absolument, avenue de Paris, oui, tout à fait. Oui, donc il y a toujours une tradition autour du 14 juillet pour le club. Oui, enfin c'est surtout les possibilités qui nous sont offertes de pouvoir le faire. Ceci dit, voler la veille du 14 juillet ou les jours précédents, c'est pas évident parce que nous avons dans la région l'entraînement des comment dirais-je, des avions qui vont défiler sur les Champs-Élysées, et donc on a des contraintes, si vous voulez, un petit peu. Bon, sauf le 13, là, sauf dimanche, où là tout est déjà verrouillé, donc on est tranquille pour le faire. Ce que je voudrais dire aussi dans l'accueil des enfants, c'est que Monsieur Benamou et sa société non sellement offrent les baptêmes, mais également l'accueil des enfants, le petit déjeuner le matin, le repas de midi, le goûter de 4 heures. Je peux vous assurer que les enfants sont émerveillés et les parents aussi. Hein. Oui. Pour conclure, juste effectivement sur cet aspect social aussi, le club l'a toujours eu. À quel moment il y a eu cette volonté? C'est venu de vous en tant que président? C'est une tradition dans le club? Vous savez, dans un club, on travaille à plusieurs. Il y a le président qui est là pour diriger un petit peu, mais il y a aussi les idées qui viennent des uns et des autres. Et cette idée de baptême, c'est venu d'un de nos adhérents, Pierre-Emmanuel Sud, pour ne pas le nommer, qui a eu l'idée d'organiser ces baptêmes. Et donc, on s'est dit, on y va, banco. Combien d'enfants demain le 13 juillet, pardon, dans 2 jours? Ah on en aura 50. 50 enfants qui seront là. Merci donc à tous les deux. Et merci à vous. Vous êtes partenaires maintenant. Tout à fait, on est associés aussi. Le 13 juillet, ces enfants défavorisés ou malades qui verront donc, lors d'une journée de baptême de l'air, en plus, petite cerise sur le gâteau, la patrouille de France au-dessus de leur tête. Merci encore à vous. Merci à vous. Nous faisons une pause à présent dans ce journal avec la diffusion d'un court-métrage. Il est signé du Centre d'enseignement des soins d'urgence des Yvelines. La mort de notre confrère, le journaliste Benoît Duquesne, nous rappelle une triste réalité. Chaque année en France, 40 000 personnes sont victimes d'un arrêt cardio-respiratoire. Dans 75% des cas, ces arrêts se déroulent devant des témoins et dans seulement 10% des cas, les gestes qui sauvent sont pratiqués. Dans notre pays, au contraire des pays nordiques, par exemple, il n'y a pas de formation au premier secours. Regardez ce court-métrage et on se retrouve dans 5 minutes, toujours en plateau. Enfin, ça nous ramènera pas Bobby. Au fait, j'ai un dernier message de la part des Géraldi. Coupez! Je trouve que... Alban, on n'est pas au théâtre? Non. Hein, non, alors, t'es un gangster. Je vais te le faire. J'ai un dernier message de la part des Géraldi. Poum! Bah, tu vois, je suis pas comédien, je le fais mieux que toi. D'accord, ouais. Donc, je suis désolé, Jackie, mais parce que je pensais vraiment pourtant ton rôle comme on a... Non, mais... Alban, ne pense pas, joue. Jackie? Oui, Auguste? Oui, moi ça allait le regard. Ah, parfait, ouais. Tu nous fais la même chose, c'était formidable. Allez, on va se mettre en place, s'il vous plaît. Et moteur demandé. Ça tourne. Annonce. 22 sur 1, 15e. Ha! Ha! Et action! Enfin, tout ça nous ramènera pas Bobby. Au fait, j'ai un dernier message de la part des Géraldi. Coupez! Qu'est-ce que t'attendais pour tirer? Non mais j'aurais dû tirer avant. Ah oui, t'aurais dû. Ah oui, t'aurais dû. Mais je m'y attendais pas en fait. Je suis désolé, hein, pardon. Je crois qu'il y a un problème là. Oui, c'est ce que je dis. Non, il y a un vrai problème là. Silence! Auguste, est-ce que tu m'entends? Serre mes mains, Auguste. Je sens pas son souffle sur mon visage. Je n'entends pas l'air qui sort. Je vois pas ma main bouger. Il est inconscient. Il respire pas. C'est un arrêt cardiaque.
Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait, Julia? Qu'est-ce qu'on fait, Alban? Jackie, appelle le SAMU en composant le 15. Donne l'adresse et explique la situation. La situation? Oui, un homme, 38 ans, fait un arrêt cardiaque. On va débuter la réanimation. Allez, dépêche-toi! Julia! Oh, Julia! À l'entrée du studio, il y a un défibrillateur. Va le chercher pendant que je commence au massage cardiaque. Ok. Alors, les mains au milieu du thorax, les bras bien tendus et perpendiculaires, 100 fois par minute. Oh, ils arrivent, c'est bon. C'est bon. Et va doucement, tu vas le tuer. Non, il faut enfoncer le thorax de 4 à 6 cm. Tu peux me chanter Staying Alive, s'il te plaît? Hein? Tu déconnes? Pas du tout. C'est le rythme parfait pour un massage cardiaque. Entre 100 et 120 pressions par minute. Le refrain, là, comme ça? Oui. C'est pas... Allez-y-vous. Staying alive, staying alive, staying alive. Qu'est-ce que je fais? Passe-moi les électrodes. Analyse du rythme cardiaque en cours. Faut pas lui faire du bouche à bouche? Ne pas toucher Non, le patient. c'est pas recommandé. Quoi? Choc recommandé. Appareil en charge. Restez à l'écart du patient. Délivrez le choc maintenant. Appuyez sur la touche orange. Choc délivré. Commencez la RCP. Staying alive, staying alive. C'est bon, les voilà. Staying alive, staying alive. C'est parfait, merci, on prend le relais. Staying alive, staying alive, staying alive. Staying alive. Il y a un ordre à respecter. Faites le 15. Massage cardiaque. Défibrillation. Soins spécialisés. Nous reprenons le cours de ce journal du 7-8 L'Actu pour s'attarder à l'essentiel de la semaine et la contestation qui s'amplifie autour de la création d'une piste de ski à Elancourt. C'est plus précisément un ski-dôme porté par une société privée au sommet de la colline de la ville qui inquiète. Les élus souhaitent valoriser le site, les opposants craignent pollution et dépenses exorbitantes. On écoute à présent Olivier Paréjac, co-secrétaire d'Europe Écologie Les Verts dans le département. Il était présent sur ce plateau au lendemain d'une réunion publique organisée en mairie d'Elancourt pour présenter ce projet. Je pense qu'on a de nos jours un certain nombre d'alertes, que ce soit des alertes, par exemple, des experts du GIEC. Le dossier est sorti il y a quelques mois, donc qui nous alertent sur le fait que le réchauffement climatique est quelque chose qui est dû à l'activité humaine. Un des dossiers du GIEC est aussi très intéressant puisqu'ils nous disent que ce n'est pas inéluctable. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a des choses qui sont dues à l'activité humaine, mais qu'on peut imaginer corriger, atténuer les effets. Et donc, qui dit atténuer les effets dit ne pas se lancer dans des projets qui vont à l'encontre du fait de consommer de l'énergie là où c'est pas nécessairement utile. Donc, c'est pas nécessairement qu'il faut tout arrêter, qu'il faut plus rien faire. Simplement, on n'est pas nécessairement obligé de continuer à faire des projets qui soient consommateurs d'énergie. Imaginez un hangar de plus de 300 mètres de long sur 50 à 100 mètres de large, le maintenir à 5 degrés pendant toute l'année, y compris en été, c'est quand même quelque chose qui va consommer des milliers de kilowattheures, des millions de kilowattheures. Cafouillage autour de la taxe de séjour, ce prélèvement que peuvent percevoir les communes françaises reconnues stations de tourisme après la décision de l'Assemblée nationale de procéder à une révision des tarifs jusqu'à 8 € pour un hôtel de 3 à 5 étoiles et même une hausse supplémentaire de 2 € en Ile-de-France pour financer les transports. Le gouvernement a parlé d'erreur. Le texte a donc été amendé hier jeudi, mais il doit encore être voté. Invité cette semaine sur le plateau, Philippe Pain de l'Union hôtelière dans les Yvelines. Et pour lui, la simple idée d'une hausse va empêcher les touristes de rester plus longtemps.
Véran. Il a évoqué sur ce plateau une image, tout simplement se tirer une balle dans le pied. Va-t-il réagir? Comment va se positionner cet organisme? Nous le verrons d'ici la rentrée. Un tout autre sujet, une météo peu engageante cette semaine. Jeudi, le thermomètre n'a pas dépassé les 14 degrés. Un temps d'automne, diront certains. Et pourtant, nous sommes bien au mois de juillet. Nous sommes tout de même allés le vérifier auprès de Météo France. Doudoune pour certaines, blouson chaud pour d'autres. Ces images n'ont pas été filmées en plein mois de novembre, mais ce jeudi 10 juillet à Montigny-le-Bretonneux, le thermomètre ne dépasse pas les 14 degrés sous abri, 12 degrés en température ressentie avec ce petit vent frisquet qui vient nous chatouiller. Bref, nous sommes 10 degrés en dessous des normales saisonnières. Pas de record, mais pas loin. À Trappes, on a un historique de données depuis 1904 et donc on a eu un précédent record à 12 degrés le 10 juillet 1948. Mais on n'en est pas loin. On a aussi bien au sol qu'en altitude une dépression sur l'est de la France qui dirige sur tout le pays un flux de nord, comme on peut le constater, bien humide avec beaucoup d'humidité de basse couche, beaucoup de nuages bas, beaucoup de pluie aussi. En 4 jours, il est tombé 40 à 50 mm d'eau, soit presque l'équivalent d'un mois de pluie en juillet. La faute également à un anticyclone des Açores chargé de nous amener du beau temps et pour l'heure bloqué sur l'Atlantique. Il faut rester confiant. Le week-end sera meilleur avec des températures de 20 à 22 degrés et surtout pas de pluie. Qu'en est-il pour le mois de juillet? Toute précaution prise. Isabelle Deschamps décrit un temps mi-figue, mi-raisin. On peut penser que cette période très fraîche et très humide va quand même prendre fin, mais qu'on ne voit toujours pas quand même l'anticyclone des Açores s'installer sur le nord de la France. Donc on peut présumer une alternance de belles journées et de journées perturbées, avec des températures entre 20 et 24 degrés en moyenne, quelques journées plus chaudes. Mais enfin, c'est en gros comme ça que se profile le mois de juillet. En tout cas, pour ceux qui cherchent la chaleur, rendez-vous mercredi prochain. Le thermomètre devrait approcher les 28 degrés, mais si. Merci de nous avoir suivis tout au long de cette saison. Le journal revient le 1er septembre sur TV Film. Merci aux équipes techniques et merci également à la rédaction qui a travaillé tout au long de l'année sur les reportages et sur les différents plateaux. Je vous souhaite un très bel été.